Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on se retrouve dans un cadre, dirons-nous, inhabituel sur la chaîne. J'ai décidé de réorganiser mes bibliothèques, notamment parce que je vais vous tourner un bookshelf tour pour ce mois de décembre. Vidéo tant, pas acclamée, mais tant souhaitée sur cette chaîne, donc je me suis dit, allez, fais leur plaisir, va faire un bookshelf tour. Donc j'ai réorganisé tout parce que j'ai eu des nouvelles étagères pour mettre d'autres livres, donc j'ai pu libérer de l'espace. J'ai une lumière, alors peut-être qu'elle est mal réglée, peut-être, on verra ça au montage. Mais voilà, normalement, il devrait y avoir de la lumière parce que sachez que là, il est 11 h du matin et actuellement, dehors, on a l'impression qu'il est 18 h. Je me suis dit, bon, on va se mettre là, on est bien ici. Je me suis dit, ça a l'air sympa. Juste pour vous rappeler que dimanche, il y aura un live sur Twitch et je ne serai pas seule dans cette aventure cette fois-ci. Je serai avec Émilie, qui est l'autrice d'une couronne d'os et d'épines, qui a été sélectionnée parmi les 25 au Plib, donc ça, c'est hyper cool. On s'y attendait pas, donc c'est super génial. Et publié dans la maison d'édition que j'ai fondée, Les Trois Nornes. Et je vous rappelle donc que si vous souhaitez l'avoir pour Noël, il ne faudra pas le commander le 23 décembre, sachez-le, parce que la poste, vous savez, c'est toujours compliqué, donc ça sera beaucoup plus pratique pour moi et vous de pouvoir le commander en début de mois. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Et donc on va parler durant ce live de son parcours d'écrivain, de la manière dont elle écrit. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup et qui est très différente de moi sur la manière dont elle rédige. Donc bref, ça va être intéressant, notamment pour ceux qui s'intéressent au processus d'écriture. On parlera bien sûr d'une couronne d'os et d'épines sans spoiler. On parlera, je tournerai les choses. On fera ça bien sur ses inspirations. Donc on va commencer la vidéo. On va commencer avec l'update lecture et je vais vous présenter 3 livres. Le Terry qui m'a déçu, sachez-le, la tristesse est en moi. On a ensuite un roman d'imaginaire français et une suite de sagas qui m'a plutôt surprise. Commençons par Terry. J'ai envie de mettre une musique triste et de faire couler des larmes sur ses joues. Pourquoi n'ai-je pas aimé Le Dernier Continent? Je ne sais pas, c'est un grand mystère. Donc Le Dernier Continent, alors je vous dis, Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett est une série que j'adore. Et c'est le livre que j'ai moins aimé de cette série, je pense. Alors, est-ce que c'est dû au fait que je m'étais fixé le challenge de tout lire avant la fin de l'année et je pense que j'ai peut-être fait une overdose de Pratchett à un moment donné et c'est tombé sur ce livre-là. Là j'ai décidé, prends ton temps, te mets pas la pression. Là de toute façon en 2022 ça va être te mets pas la pression. Ou est-ce qu'effectivement l'histoire ne m'a pas plu? Je pense que c'est un condensé de plusieurs choses. Je vais bien sûr nuancer mon propos comme d'habitude. Donc Le Dernier Continent, c'est le cycle des mages, le cycle de Rincevant. Il s'est passé plein de choses dans le cycle. Rincevant va trouver le moyen de se perdre dans un désert, du moins voilà. Et en clair c'est un récit qui parle de l'Australie. Et il va lui arriver plein d'aventures. Et les mages vont vouloir le sauver parce que Hook, qui est le bibliothécaire, le singe que j'adore dedans, Freya a montré son bout de queue, super, le singe que j'adore dedans est tombé malade et il cherche Rincevant parce que, voilà, dans l'histoire vous saurez qu'ils ont un petit lien. Et ils se rendent donc dans cette terre aride et dangereuse qui est un semblant d'Australie. Et pour tout vous dire, alors les moments avec les mages étaient assez drôles, voilà, et en même temps assez touchants parce que Hook est un personnage qu'on revoit beaucoup dans les romans par touche et on a envie d'un peu à chaque fois savoir ce qui lui est arrivé. Donc il y a des moments touchants, mais c'est vrai que les mages, alors il faut dire que les mages c'est un concept, c'est-à-dire que ces vieux rabougris, alors il y a des jeunes aussi, sont tellement inadaptés à la société que ça en devient drôle, et donc ils se retrouvent là-dedans, notamment accompagnés par une femme, et ça va créer des quiproquos assez drôles quoi. Donc tout le côté avec les mages qui essayent de retrouver Rincevant est assez intéressant. Par contre l'histoire avec Rincevant et toute son aventure, j'ai moins aimé. Alors je pense que j'ai moins aimé parce que bon, l'Australie est un pays, je n'ai pas envie d'y aller comme personne sur cette terre, j'ai l'impression, mais j'ai regardé beaucoup de reportages animaliers pendant une période de mon adolescence. On était fascinés avec ça avec ma sœur, on regardait Nat Geo Wild qui nous faisait des reportages sur le top 15 des serpents à éviter. Bref, c'est un pays qui a l'air magnifique et donc ils vont surfer sur le côté dangereux et tout, mais j'ai eu du mal avec les personnages, avec le grotesque des personnages. Voilà, bon, il y a des kangourous qui parlent, ce genre de choses. J'ai eu un petit peu mal avec l'humour de cet homme-là. Et je ne sais pas si c'est parce que la thématique ne me faisait pas rire ou ne m'intéressait pas, parce que c'est pas une thématique qui m'intéressait le plus, que le cycle de Rincevant est pas le cycle que je préfère. C'est un peu dommage parce que j'ai trouvé le récit un petit peu cliché sur celui-ci. Les blagues n'ont pas prise avec moi. En fait, l'univers ambiance de la Terre, on va dire, qui est, je sais plus comment il l'appelle dans le texte, mais la Terre qui ressemble un peu à l'Australie, n'a pas fonctionné. Et c'est vraiment dommage parce qu'on était parti avec Pratchett à quelques... Il y a bien sûr des romans que j'ai moins aimés que d'autres, hein, notamment les premiers sont un petit peu moins bons. J'ai beaucoup aimé La 8ème fille, mais par exemple La 8ème couleur est loin d'être le meilleur.
Là, j'ai été un petit peu décontenancée, voilà. Mais je pense que ça ne pouvait pas être parfait, les Annales du Disque Monde, et heureusement, mais ça ne gâche pas non plus mon plaisir de lecture, j'en ai lu d'autres depuis, et j'ai beaucoup aimé, donc c'est vraiment, je pense, un problème avec l'histoire de ce tome qui ne m'a pas convaincue, qui ne m'a pas fait rire. Peut-être pas que j'étais dans le mood pour le lire, mais pour le coup, ça a été une déception quand même, on peut parler de ça. Je suis triste à cette constatation, sachant qu'il y a beaucoup de jeux de mots dans le récit, notamment avec le fait que les Australiens ont un accent particulier, et j'ai pas trouvé ça particulièrement drôle. Je trouvais que d'habitude, Pratchett, il y a toujours un côté humoristique malgré les clichés, et là l'humour n'a pas percuté selon moi, et parfois était un petit peu trop grotesque, voilà. Les animaux qui parlent et tout, ça m'a pas fait plus rire que ça, donc... Voilà. Je ne vais pas déblatérer sur ceux de Terry Pratchett parce que franchement, même en l'ayant lu il y a quelques semaines, j'en ai pas tellement de souvenirs que ça, tellement il m'a pas convaincu plus que ça. Ça a été neutre. J'ai pas détesté parce que j'ai quand même apprécié certains moments, notamment toujours le paradoxe homme-femme avec les mages, les thématiques qui peuvent en sortir peuvent être intéressantes sur l'étranger et tout. Là, je vais commencer un autre Pratchett très prochainement, qui est donc une thématique sur les pays, on va dire, arabes, et je pense que ça va beaucoup plus me plaire parce que c'est déjà un sujet qui m'intéresse plus de base. On va passer par une suite du série que je vous ai présentée il y a très peu, qui a été une déception. Et c'est un service presse pour tout vous dire que Vrajoine m'a envoyé il y a au moins un an et demi. Oui, c'est pas du tout... je crois que c'est le seul service presse que je traite aussi tardivement. Mais il fallait que je lise ceux d'avant et j'étais pas très motivée pour tout vous dire. Et là, j'ai l'impression, alors pas d'avoir retrouvé la plume de l'auteur, loin de la qualité du tome 1 qui avait été un coup de cœur, mais d'avoir un livre qui était beaucoup mieux que je trouve que les deux précédents tomes. Donc il s'agit de Ravenblade donc Anthony Ryan, qui va sortir une nouvelle série, il me semble, en mars ou avril 2022. Vrajoine a fait le communiqué il y a pas très longtemps là-dessus. Donc Ravenblade, en fait, c'est la suite de Blood-Song que je vous ai présenté. Blood-Song est un univers, on va dire fantasy, un petit peu trash parfois, où on suit un jeune homme qui va être envoyé auprès de frères et il va devenir une sorte d'homme assassin lié avec le pouvoir en place du fait qu'il était d'extraction noble, et au cours de ses quêtes, il va tomber amoureux, perdre la femme qu'il aime et devoir affronter une guerre et répondre aux demandes de sa reine, surtout qui a envie de le pécho, mais lui il est pas chaud parce que elle est particulière. Bon bref, c'est une grande série, mais c'est surtout une série d'aventures, d'épiques avec de la magie. Il faut savoir que Vailin, le personnage principal, a une capacité qui est la ténèbre, il nous semble dans le texte, qui est très mal vue. La magie est mal vue là où il se place géographiquement, et lui va vivre avec ça. Donc Blood-Song vous laisse, je vais pas vous spoiler la fin de Blood-Song, mais là on est sur un tome, donc une nouvelle saga, qui aurait pu être la suite du tome 1 de Blood-Song. C'est très bizarre parce que Blood-Song va s'écarter dans le tome 2 et 3 vers une grande bataille et tout. On n'a plus vraiment le personnage de Vailin. Si vous ne souhaitez pas rien savoir de Blood-Song, sachez que vous n'avez qu'à vous rapporter au prochain livre que je vais vous présenter. Vailin, en fait, 10 ans plus tard, le mec il a son château, il est pépère, il est seigneur, il est bien, voilà, il fait sa vie, il a ses potes. Vous savez bien ce qui s'est passé à la fin du tome 3, qui a été très tragique pour lui. Il va y avoir un problème, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau méchant dans le récit qui va vouloir donc piétiner ses ennemis, comme d'habitude, comme tous les méchants. Avoir un plus somme cet ennemi parce qu'il y a une oracle qui consulte, qui va lui donner un nom, sauf que le nom c'est déjà le nom, le surnom de Vailin, voilà, dans son territoire, et il a un plus somme le gars. Donc lui il va essayer de faire ses bails de conquête, et Vailin lui va par un concours de circonstances savoir que la femme qu'il aime, celle qu'on a perdue dans le tome 1, vous savez, celle qui est partie et qu'on s'est dit meuf, vous aviez une histoire d'amour formidable, pourquoi c'est pas traité ensuite? Et bah la meuf, il va essayer de la chercher parce qu'elle est en grand danger, notamment elle est une soigneuse et elle accompagne un personnage très important d'un pays qui est plutôt semblable à une mythologie, à une ambiance culture asiatique. Et voilà, je vous laisse avec ça, c'est le début du roman. Ça m'a fait du bien, voilà pour tout vous dire, parce que vous savez moi, le Blood-Song, le tome 1, cette romance, j'avais adoré les personnages, et là on est face à des personnages beaucoup plus adultes et amers, et franchement les dialogues qu'ils avaient entre eux, j'étais contente, parce que j'étais en mode, enfin on met les choses à plat les gars, enfin on met les choses à plat, parce que on pouvait pas nous laisser cette romance comme ça, pendouiller, et je pense que Anthony Ryan, il a compris ce que les gens, ils voulaient une suite à Blood-Song tome 1, il voulait pas un truc qui se perde avec des batailles sans queue ni tête et des problèmes de rythme. Non, on voulait ça. Alors,
Ce n'est pas la qualité du tome 1, il n'y a pas cet enchantement, ce travail sur l'univers que je trouve qu'il y avait dans le tome 1 très précis. Là on est plus sur un récit d'aventure qui a une quête, voilà, avec de nouveaux enjeux, de nouveaux méchants, sans être aussi... Il y a un peu de violence mais sans être aussi... pointilleux et abouti que le tome 1 en termes de narration, en termes de profondeur de l'univers, de magie, même en termes de qualité de personnage. Voilà, c'est un peu un tome 1 moins, mais ça reste bien meilleur, je trouve, que les deux précédents tomes, parce qu'on a une véritable quête qui va d'un point A à un point B, on nous part pas sur ces sous-quêtes qui n'ont aucun sens, on a une nouvelle culture, il y a des très bonnes idées, notamment sur la magie qui est un peu pratiquée, il y a vraiment une poésie dans le texte qui dépend du pays où on se situe, qui est un peu asiatique, que j'ai beaucoup aimé. Il y a une espèce de fantaisie asiatique très agréable. On a des nouveaux personnages, notamment il y a une espèce de personnage d'oracle, voilà, qui n'est pas considéré comme une oracle dans le texte, mais vous savez, elle lit un peu l'avenir, qui est hyper cool. Il y a beaucoup de violence, des batailles, la magie a beaucoup plus d'importance, les dons ont une certaine importance, et surtout, les personnages se retrouvent, et on a enfin une suite à cette histoire d'amour qui n'est pas la facilité scénaristique qu'on aurait pu s'attendre, c'est plus compliqué de ça. Shirin, elle est badass, je l'aime trop. Et bref, voilà, on retrouve Shirin et on retrouve plein de personnages qui ont fait la force en fait du tome, des tomes de Blood Song. Donc pour le coup, pas coup de cœur, mais contente d'avoir lu ce livre et surtout hâte de lire la suite parce que ça coupe en deux. C'est en 2 tomes, donc l'histoire va se conclure vite. Je vais vous dire, ça reste encore une déception par rapport au tome 1 dans le sens que c'est pas la qualité du tome 1, mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai beaucoup plus apprécié, je me suis fait beaucoup moins chier, il y a beaucoup moins de problèmes de rythme, le livre est assez haletant, j'ai vraiment l'impression, et je trouve ça assez bien de la part de l'auteur, parce que rares sont ceux qui le font et qui ont l'intelligence de le faire, l'auteur a pris en compte les nombreuses critiques qu'il a reçues sur la suite de Blood Song, qui n'a pas été forcément une réussite littéraire, voilà, il n'y a pas eu forcément un engouement de la part des fans, et je trouve ça hyper cool parce que ça en fait... alors lui, il a peut-être pas pris du plaisir à écrire, ça c'est une autre question, mais pour le coup, ça en fait un livre qui est beaucoup plus... dans la veine du tome 1. Donc si vous avez aimé le tome 1 et que vous n'avez pas aimé la suite, je pense que Ravenblade, sans avoir un coup de cœur de ouf, vous siera plus, vous serez plus dans votre élément, et le fait, le plaisir de retrouver Valine me fait plaisir parce que moi j'adore ce personnage, et c'est pour ça, une des raisons pour que j'avais pas aimé la suite de Blood Song, c'est que le pauvre a été relégué en tant que personnage presque secondaire. Là c'est beaucoup plus... Là il revient, il a fait son comeback, il est content, donc franchement, si vous êtes fan d'Anthony Ryan, cette série est plutôt cool pour le début. On va passer à du lourd, du moins on va passer à une lecture qui est très intéressante. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Je n'avais jamais lu de livre de cet auteur. Cornelius m'en parlait beaucoup et je me suis dit pour la période d'Halloween ça correspond totalement à ce que j'ai envie de lire. La couverture est somptueuse, je suis dégoûtée parce que l'illustrateur n'est pas français donc je pourrais pas le contacter pour les éditions des Trois Normes, mais je vous présente donc Vincent Tassi, Apostasie. Alors Vincent Tassi, moi j'en avais entendu beaucoup de bien et beaucoup de mal. J'avais entendu 2 sons de cloche. Des gens qui adoraient le style et des gens qui détestaient le style, bref, mitigé, mais c'était tout ou rien. J'étais en mode ok, alors est-ce que je vais aimer ou pas? Et pour tout vous dire, moi j'ai bien accroché au style. C'est plus une question de rythme et de traitement de l'histoire où j'aurais quelques petits points à souligner, mais Apostasie c'est un livre expérience dans le sens que la plume est très spéciale et très poétique, et je pense qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde parce que on va te mettre plusieurs lignes pour t'expliquer un paysage, et voilà, c'est très descriptif, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est une très belle plume littéraire, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, notamment les lecteurs de fantasy qui sont pas toujours habitués à ce genre de plume française, mais ça fait du bien de lire ce genre de plume, faut le savoir. Apostasie, c'est l'histoire d'un jeune homme, alors je ne sais plus, ah oui, Anthelme. Alors déjà, est-ce que c'est une référence à Antelme Moshkorn? Parce qu'a priori ils sont potes dans la vraie vie, et je me suis dit est-ce que c'est comme le multiverse, il y a des références entre les auteurs français, je ne sais pas, mais bref, donc Antelme c'est un jeune homme qui est très dépressif au début du roman et qui par un concours de circonstances que je vous laisse découvrir va s'exiler dans une forêt. Voilà, le mec il vit dans une forêt. Et jusqu'au jour où il va emprunter un livre à la bibliothèque, et ce livre va le bouleverser, le changer et lui provoquer une rencontre particulière avec un être particulier. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est un récit, on sait pas trop où on va, voilà, au début. On se doute voilà, de quelle créature et de tout ça, mais ça reste, c'est un rythme qui est assez lent et assez, j'allais pas dire mystique, on va pas aller jusque là, mais assez poétique,
souffrance, voilà, souffrance est le terme de ce livre. Bref, c'est très beau esthétiquement parlant, la beauté dans l'horreur. Voilà, si je peux un peu décrire son style d'une certaine manière, ce n'est pas clair du tout, je pense. Mais donc, Apostasie, c'est un texte qui m'a beaucoup plu, déjà parce que l'écriture est riche, moi j'aime beaucoup quand l'écriture est riche, il y a une poésie qui est très très belle, j'ai beaucoup aimé la façon dont il arrive à rendre beau l'horreur, c'est-à-dire que il y a des choses un peu vraiment horribles qui se passent dans le texte, hein. C'est un texte qui est un peu sans concession sur certains points, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de j'allais dire glorification sanguinaire, mais il y a une espèce d'ode au sang, au corps ensanglanté. Et savoir que moi je suis un peu phobique de ça, donc ça m'a mis très mal à l'aise pendant le roman, mais je pense que c'était totalement souhaité. Donc il a réussi à rendre beau ce que moi je trouve très effrayant. Voilà, donc je salue ça parce que pour le coup c'est pas toujours ce que j'apprécie. Il y a une façon de décrire les créatures de ce récit qui est vraiment très, très bien faite. Il y a vraiment, je trouve que les personnages sont bien écrit. Alors en termes épais, le personnage que je préfère le plus, hein, parce que c'est vraiment un mec dépressif qui se fait marcher dessus par la vie, hein, on a l'impression d'avoir ça. C'est vraiment les autres personnages qui tournent autour, qui sont... il y a une espèce de fascination qui est retranscrite par la plume, qui est très bien faite. Il y a Anthelme qui est humain et il y a le reste. Tu sais, il y a une espèce de dézoom là avec, qui est présent. On ressent par l'écriture qu'il y a une distance entre les personnages et c'est hyper cool, qu'il y a une espèce de frayeur. Bref, j'ai beaucoup aimé comment était rendu ce côté-là. Alors ça doit être pas du tout clair la manière dont je le dis, mais je pense que pour les gens qui l'ont lu, c'est un roman qui est un peu difficile à vous expliquer parce que c'est très particulier. Donc j'ai beaucoup aimé la première partie du roman, voilà, qui est une partie qui se situe. Après c'est un livre qui va avoir un peu des plot twists, dans le sens qu'on va basculer de point de vue en point de vue à certains moments. J'ai beaucoup aimé le retour dans le passé. Je vous explique pas le rôle d'Apostasie dans le texte, mais c'est un roman où on va te mener petit bout par petit bout des indices et tu vas dire ah on va aboutir là. En fait c'est plutôt pas la toute fin, mais entre tout le passage du passé et le passage actuel avec Anthelme vers la fin, que j'ai un petit peu moins aimé en termes de narration. Voilà, j'ai trouvé que les deux premières parties étaient très très bien réussies. La troisième, sauf l'extrême fin qui est plutôt bien, et m'a beaucoup moins plu et beaucoup moins... suscite beaucoup moins le mystère et beaucoup plus... envisageable ou du moins est beaucoup plus prévisible. Mais j'ai beaucoup aimé ce retour dans le passé. Il y a un côté un peu conte qui est présent dans le récit qui est vraiment très intéressant avec des points de vue qui sont très différents. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'auteur, le narrateur dans le texte ne prend pas vraiment de point de vue sur les personnages, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Il y a des problèmes qui vont susciter, qu'il y aura plusieurs camps vis-à-vis de ce problème, et le narrateur ne prend pas de décision sur ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà, chacun a fait des choses horribles, il y a vraiment une neutralité des personnages qui est vraiment très cool. Donc pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce conte dans le conte, un peu, voilà, c'est un peu introspectif. Ça s'est essoufflé comme une bulle, c'est-à-dire que la bulle, elle a grossi au fur et à mesure, et là ça a éclaté pour moi dans le sens un peu trop tôt. J'ai pas vraiment apprécié la narration juste après parce que parfois l'écriture partait loin et il y a des moments je pense que certains lecteurs pourraient se dire ça va où tout ça. Il y a des moments j'étais en train de me dire ok, il y aurait besoin de plus expliciter certaines choses, voilà. C'est bien de faire du poétique et voilà, des grandes choses, c'est bien aussi de creuser un peu plus. On n'aura pas demandé voilà, beaucoup de réponses sur ces questions, on est vraiment un petit peu laissé dans ce monde-là. C'est un monde qui est très descriptif, qui est très imagé, très, voilà, je vous ai dit, sanguinolent, conte, un peu horrifique et en même temps sensuel. Il y a une sensualité dans le récit. Les scènes sensuelles sont hyper bien réussies. Moi j'ai beaucoup aimé comment ça avait été amené, qui est sensuel et effrayant d'une certaine manière. Bref, il y a une cruauté des personnages qui est particulière. En fait ce livre il est particulier, j'ai pas autre chose à vous dire, je pense que ça passe ou ça casse, parce que la thématique, la manière dont c'est traité, c'est particulier, la manière dont c'est narré, c'est particulier, le style est une particularité et c'est très bien qu'il y ait des Français qui aient un style d'écriture, c'est-à-dire ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave, mais je pense que Monsieur Vincent Tassi devrait être très fier de lui d'avoir un style littéraire, ce qui est quand même pas toujours le cas. Bon déjà en fantaisie traduite, rarement dans les traductions on a un style qui se dégage, mais même en fantaisie française j'ai rarement vu une plume qui est aussi imprégnée
voilà, de sa particularité à lui, et ça c'est hyper cool, ce qui me donne vraiment envie de lire d'autres textes de lui. Après on m'a dit que Apostasie c'était pas forcément son meilleur, donc j'ai envie de lire d'autres textes. Mais ça a été vraiment pour Halloween un truc qui m'a beaucoup plu parce qu'il y a un côté, j'allais dire un côté Anne Rice, on va se permettre cette comparaison. Il y a un côté Anne Rice dans le récit poussé au plus avec une plume un peu plus développée, qui est très agréable, que j'aime beaucoup. Voilà, la sensualité, le sang, la particularité, c'est un peu ce qui décrit ce roman, même si on a un roman qui s'essouffle à la fin, voilà, sur la narration, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment un bon début. Voilà, la conclusion est un peu ensoufflée, mais franchement, c'est un bijou ce livre. Franchement, l'édition poche chez Helios, elle est magnifique, hein. Ils ont fait un travail, ça fait même des reflets sur ma lumière, pour tout vous dire. Mais vraiment, Apostasie, si vous aimez, si vous avez envie de faire une expérience de lecture et que vous n'êtes pas très dégoûté par le sang, je pense que ça peut vous plaire. Si vous aimez les contes aussi, pour tous ceux qui aiment un peu les contes, je pense qu'ils peuvent trouver un peu leur patte. Mais sachez que la plume est très particulière. Voilà, il faut aimer ce genre de plume-là, très descriptive, très poétique et lyrique, hein. Il y a des moments où on part sur du lyrisme. Moi j'ai beaucoup aimé Apostasie et je vais tenter d'autres choses. Tu vois, ça a été décrit un conte macabre sur lequel souffle la puissance des rêves. Et ouais, il y a des scènes qui sont horribles. Alors, il y a une scène notamment avec un chat, j'en ai pleuré. C'est pas possible. Mais bref, c'est vraiment un livre qui a été une très bonne découverte. Voilà, donc je vous le conseille. C'en est tout pour cette update lecture, qui a été, voilà, plus ou moins mouvementée sur la qualité de mes lectures. Pour ce mois de décembre, vu que c'est la première vidéo ce mois de décembre qui sort, vous verrez, il y aura des vidéos thématiques. Dimanche sort une vidéo, je vous le dis pour ceux, vous avez la chance, qui suivent jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une vidéo consacrée au Silmarillion, la nouvelle traduction de Daniel Lauzon, et ça va être un peu un format comme j'ai fait pour la Horde du Contrevent, en vous parlant un peu plus du Silmarillion et qu'est-ce que c'est, sans être, bien sûr, j'ai pas envie de vous faire 20 minutes de le pourquoi, le comment du Silmarillion, mais vous donner envie de lire ce livre qui, pour l'instant, je n'ai pas encore fini, me plaît énormément, donc voilà, ça va être un peu le but, et dimanche, on se retrouve pour le live avec Émilie sur la chaîne Twitch, que je vous mets en barre d'infos, et j'ai hâte de vous voir. Donc, voilà, bonne lecture, bonne journée, et on se retrouve dimanche.